Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'artisanat, bien sûr, mais on va parler aussi de reconversion. On va parler de quelqu'un qui a décidé de faire le choix de passer d'un travail à l'autre. Bonsoir, Clotilde Chevreau. C'est pas la première fois que vous êtes sur ce plateau, je crois. Ah si. Si, c'est la première fois. C'est la Moi, première j'avais fois. l'impression de vous avoir déjà vu sur le plateau. Alors, vous êtes... Alors, on va d'abord vous présenter avant de présenter ce que vous faites. Qui êtes-vous? Qui je suis? En fait, moi, je me présente comme designer textile. J'ai une formation dans le design textile à Paris. Alors, il y a une formation? Oui, il y a une formation. J'ai un diplôme des métiers d'art, textile, option broderie. Bah, il y en a plein des formations, en fait. C'est des métiers qui ne sont pas connus, mais il y a plein de formations différentes. Moi, j'ai passé par le diplôme des métiers d'art. Il y a des BTS. Voilà, c'était mon premier métier, on va dire, pendant 15 ans. Et puis après, je suis devenue enseignante parce que les aléas de la vie. Là encore, c'est pas très, j'allais dire, très flatteur pour l'éducation nationale, les aléas de la vie, c'est-à-dire? En fait, j'ai divorcé, j'avais 3 enfants, je vivais dans la campagne profonde en métropole. Et le métier de designer textile, il est quand même très parisien, on va dire. Hein. C'est très. Voilà, il n'y en a pas beaucoup à travers la France. Et mon option, ça a été quand même de passer le concours de l'éducation nationale pour cette reconversion. Mais ce n'était pas un métier passion. J'ai essayé de le faire avec le plus de cœur possible. Je suis beaucoup allée dans les pédagogies alternatives. Et puis là, de retour à La Réunion, mes enfants sont grands, ils sont presque tous autonomes. Et puis je crois que la goutte d'eau aussi, ça a été quand on m'a envoyée comme remplaçante à titre provisoire à Saint-André, habitant Saint-Paul. Là, j'ai dit, stop, on va arrêter là. On va revenir à la passion d'origine, le textile. Un mot sur l'éducation nationale entre le moment où vous le découvrez et au moment où vous partez. J'allais dire, il y a une évolution qui n'est pas en sa faveur. Oui, non, moi j'ai vu clairement, je dirais mes 3 premières années étaient waouh, c'était bien. Enfin, j'avais la chance d'être en maternelle dans une super école, petites écoles de village qui n'existent pas à La Réunion, mais des petites écoles de village où on a 70 élèves, on est 3 enseignants, on fait tout petit, moyen, grand CP, enfin jusqu'au CM2. Et puis, je sais pas, il y a eu une promotion, tout d'un coup, j'ai senti que ça avait basculé. Des enfants qui n'avaient plus aucune éducation, des parents très exigeants, enfin, je sais pas, tout un mélange et ça devenait invivable. Des parents exigeants, ça c'est une phrase que j'ai entendue, c'est aujourd'hui, on n'a pas, je sais pas si vous avez été un site, est-ce que quelque part, les parents ne commettent pas l'erreur de transférer aux instituts l'éducation de leur enfant? Si, souvent. Après, je jette pas la pierre non plus. Il y a beaucoup de parents qui travaillent, monsieur et madame travaillent, les enfants sont en garderie tout le temps. Quand ils rentrent le soir, ils n'ont pas envie d'être les méchants, quoi. Ils veulent que ça se passe bien. Et en fait, ils n'ont pas compris qu'il faut... Il faut malgré tout se faire violence voilà, il faut poser des cadres. pour être parent. Ouais. Et alors, on demande aux enseignants de le faire et en même temps, on leur reproche de poser des cadres aussi. Enfin, c'est un cercle vicieux, c'est très compliqué. paradoxal. Ouais. Oui. La question, on va arriver au moment où à quel moment vous avez décidé d'arrêter et de partir de l'éducation il y a nationale? 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. C'est quand on m'a envoyé à Saint-André, où je pleurais sur mon scooter en allant travailler. Là, je me suis dit, on va peut-être arrêter là les frais. Et puis j'étais remplaçante, donc je faisais 1h15 de route pour passer une journée dans une salle, attendre qu'on m'appelle pour faire un remplacement. Alors que moi, j'étais partie de l'alternatif. J'avais choisi de travailler avec les ULIS, les élèves en situation de handicap, et j'avais une façon de travailler qui était reconnue par les psychologues scolaires, par les référents, je faisais des miracles avec les enfants. Et là, de se retrouver brutalement, après 15 ans d'ancienneté, remplaçante avec les débutants, les gens qui étaient en première année, je me suis dit, mais là, je suis un pion, quoi. Et j'arrête d'être un pion. Alors, Clotilde, je vois donc arrêter d'être un pion. On va vous présenter son projet. Votre projet à vous, c'était designer textile. Est-ce qu'il y a une définition pour qu'on ait une image plutôt
concrète qu'abstraite de cette activité? Alors, les designers textiles, comme je dis, c'est très très vaste. Ça part des gens qui dessinent, qui créent les tissus, des gens qui créent les vêtements, des gens qui... Alors, on a des brodeurs, on a des tisseurs, oui, les gens qui fabriquent les tissus aussi. Il y a les motifs, mais il y a aussi la matière. En fait, il faut savoir que chaque fois que vous achetez un vêtement, il y a quelqu'un qui a réfléchi derrière à sa couleur, sa forme. Dans les tendances de la mode, parce qu'on voit beaucoup la haute couture, on voit les créateurs, mais en fait, tout le prêt-à-porter, il y a aussi des designers derrière, dans le choix des tissus, mais dans la fabrication aussi des tissus. Voilà. Donc moi j'étais plutôt dans les métiers d'art et autour de toutes les techniques textiles, principalement la broderie, mais moi j'ai aussi un background dentelière. Je fais du tissage. En fait, je m'intéresse beaucoup aux techniques anciennes et j'aime apprendre plein de techniques. Dentelière, la dentelière, je crois que c'était une image ou un tableau, je ne sais plus. Dentelière de Vermeer. Voilà. Et je me rappelle ces liserés blancs sur le tableau, également sur le chapeau. Mm. La question, c'est dentelière, c'est une activité qui existe encore aujourd'hui? Oui, ça existe encore aujourd'hui. En métropole, il y a les villes de la dentelle, Alençon, le Puy-en-Velay. Il y a eu un énorme travail avec Mick Fourisco dans les années 70 pour revaloriser cette technique. Donc il y a plein de gens qui en vivent encore. Alors c'est de l'artisanat. Ma sœur a fait d'ailleurs son mémoire sur les dentelières du Puy-en-Velay. Oui, ça existe encore, mais même, par exemple, à Madagascar, là, ça y est, ils se sont lancés dans la dentelle au fuseau, et moi, j'ai bon espoir aussi de la relancer à La Réunion. Je vais faire un parallèle qui est parfois peut-être maladroit de ma part. La dentelle, aujourd'hui, hormis, c'est peut-être maladroit de ma part, et je m'en excuse, sur la lingerie fine, on la voit ailleurs, sur les vêtements, les robes. Oui, la dentelle, il y en a partout. C'est très à la mode depuis bien une bonne vingtaine d'années. Hein. On en voit beaucoup. Et c'est passé justement de la lingerie fine à l'extérieur, en fait. On en met... moi, je vois plein de gens avec des vêtements qui sont complètement en dentelle, qui sont complètement transparents. Et je veux dire, par exemple, pour les robes de communion, pour les baptêmes, pour les mariages, la dentelle, c'est quelque chose qui est prisé parce que ça apporte son cachet de douceur, de féerie, de rêve, de magie. Aujourd'hui, les gens rêvent encore avec la dentelle. Oui, les robes de mariée sont toujours des robes de princesse. La dentelle, ça a toujours été du très haut de gamme, ça a toujours été... avant que ça soit mécanisé, parce que maintenant les 3/4 des dentelles que vous voyez sont mécanisées, je dirais même quasiment la totalité, c'était vraiment un produit de luxe, c'était montrer qu'on avait de l'argent. Maintenant ça se fait avec de la dentelle mécanique, mais il y a toujours ce côté rêve, oui, c'est de la toile d'araignée, c'est magnifique. Toile d'araignée, et là on va faire un clin d'œil aux brodeuses de Sillaos. Vous êtes allé les rencontrer, je suppose? Oui, je suis allée les rencontrer. Alors ça, c'est les hasards de la vie qui sont assez fabuleux. C'est quand j'ai pris la décision de quitter l'éducation nationale, j'ai été contactée par un éditeur avec qui j'avais déjà travaillé, parce que j'ai fait 13 livres en fait, ça c'est mon 13e, et qui me demandait si on pouvait rééditer l'ancien livre sur les chaussettes à tricoter. On va montrer votre ouvrage. Donc, les jours de Sillaos, broderie. Donc, il n'y a pas de secret, c'est la broderie de Sillaos? C'est de la broderie de Sillaos. D'accord. Et c'est des illustrations avec la broderie de Sillaos? Oui. Alors, donc cet éditeur qui m'a contacté pour éditer le livre sur les chaussettes, en discutant, me dit... mais ça vous dit de refaire des livres avec moi? Et là, je lui dis, mais moi, je suis retournée sur mon île, je suis retournée à La Réunion. Oh, La Réunion, Sillaos! Et il était en pourparlers avec la Maison de la Broderie pour faire un livre, mais il n'avait pas trop de... Et donc, il m'a dit, mais vous me faites le livre, mais avec la Maison de la Broderie. Donc, je suis effectivement... alors, je connaissais bien sûr Sillaos, je connaissais la technique, je connaissais la Maison de la Broderie, mais là, je suis rentrée un peu plus dans l'intimité des brodeuses. J'allais dire de retrouver ce cachet village, un petit peu, de retrouver un petit peu ces postures de la campagne de métropole. Ça a joué aussi. Avec certains, pas tout le monde, hein, mais au moins avec quelques personnes, surtout les brodeuses.
En fait, moi j'ai fait passer quand même toute mon enfance à La Réunion, j'ai toujours été très inclus dans tous les milieux à La Réunion et j'ai une facilité à me faire accepter en fait. J'y vais tipa tipa et je m'intéresse aux gens, donc les gens, quand on s'intéresse à eux. Oui, justement, ça n'a rien à voir avec le fait que vous étiez ou pas. Non, c'est le comment quand on a cette, j'allais dire cette relation avec la campagne, euh, que ce soit en métropole ou à La Réunion, c'est la même? Oui, c'est la même, il n'y a pas C'était ma vraiment de question. changement, Ouais. pour moi, c'est pas très différent. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous avez repris j'allais dire, cette activité qui vous tient à cœur? Alors, le livre, on me l'a commandé, ça va faire 2 ans. 2 ans qu'on m'a commandé le livre, donc j'ai passé une année à travailler sur cette technique. Alors, avec les brodeuses, donc j'allais les voir régulièrement. Donc, il y avait d'un côté, je recherchais toute l'histoire de cette technique, au-delà de ce que tout le monde sait, Angèle Macauliffe et tout ça, d'aller un peu plus creuser un peu plus ça. La technique, j'ai vraiment travaillé avec les meilleurs ouvrières de France. Nous en avons quand même 7. Donc les meilleurs ouvrières de France de la Réunion. Et puis après, moi j'avais aussi une partie qui m'avait été demandée, c'était dépoussiérer la broderie de Sillaos. Donc il y avait ma partie personnelle de créativité derrière. Une question qui ne vous engage pas, bien sûr, mais aujourd'hui, cette activité, cette part du patrimoine réunionnais peut être sauvée parce qu'aujourd'hui, on voit, on sent l'essoufflement, on sent que derrière, la relève n'y est pas et que celles qui sont là essayent de s'accrocher aux branches qu'elles peuvent Mm. pour maintenir la tradition. Alors c'est en train de mourir à petit feu, ça je vous le dis. Je ne peux pas le nier. Le fait est, on m'a demandé d'inscrire cette broderie, ce patrimoine, au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, je suis en train de faire la fiche d'inventaire, puisque j'ai déjà fait un énorme travail dessus. Je suis allée les rencontrer, je suis allée les interviewer. Et en fait, pour pouvoir inscrire une technique comme ça au patrimoine immatériel de l'humanité, il faut qu'il y ait un plan de sauvegarde. Donc, en fait, on est en train de travailler, je suis en train de travailler avec les brodeuses pour remonter un centre de formation, former des nouvelles brodeuses et monter une filière, en fait. Voilà. Et voilà, de passer à une autre dimension, amener cette broderie dans la modernité. Et il y a vraiment, vraiment, pour moi, je sens qu'il y a vraiment un créneau, il y a un besoin d'identité des Réunionnais qui peuvent se reconnaître dans une petite broderie sur un vêtement. C'est une fierté, c'est un paradoxe de dire ça, mais la broderie de Sillaos, ça reste une fierté de la Réunion, mais malgré tout, je constate encore une fois, parce que là, ils vont intégrer une autre structure pour pouvoir continuer, et on voit qu'on a du mal à encadrer, à trouver la structure qui permet de perdurer. En fait, le problème, c'est que les brodeuses, elles ont appris d'une certaine façon et elles ont appris de façon très violente, on va dire. C'était pas bienveillant. Quand elles m'ont raconté leur vie, dès 6 ans, elles travaillaient en dehors, enfin, dès qu'elles se levaient le matin jusqu'à l'heure de l'école, entre midi et 2, et jusqu'au coucher du soleil, c'était broderie, broderie, broderie. Ouais. Et si c'était pas bien fait, il y avait les corrections qui se... Ouais. Et donc, en fait, elles ont beaucoup de mal à être créatives puisqu'elles ont appris une façon, il faut pas bouger de cette façon-là. Et moi, ce que j'essaye d'amener, et alors moi, je me suis fait accepter petit à petit en montrant que je n'étais pas une concurrente, parce qu'il y a toujours le truc, on va nous voler notre technique. Je suis pas une concurrente, moi, je ne vends pas, j'ai des idées et j'ai besoin de brodeuses pour qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai vraiment une envie qu'elles s'expriment, elles, et c'est moi qui vais créer, et c'est elles qui vont les réaliser. D'accord. Bah, écoutez, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra vous avoir avec les brodeuses sur ce plateau, mais on essaiera d'ouvrir le plateau un maximum pour que ce part du patrimoine de la Réunion puisse perdurer le plus longtemps, que on ne les voit pas, comme dirait l'autre, qu'en photo, une broderie qu'en photo, parce que la broderie de Sillaos, ça reste quand même un gros patrimoine de la Réunion. Et merci à vous d'y prendre part, parce que c'est pas quelque chose que les gens montrent leur envie d'y participer. On va quand même parler de ce que vous faites. Alors, il y a quelque chose que je voulais montrer, que ça soit votre jean ou là-dessus, c'est ces petits carrés avec
cette fleur, c'est quoi comme fleur? Ça doit être l'orchidée, le motif de l'orchidée. En fait, j'ai repris les motifs traditionnels, mais je les ai mis dans des objets contemporains, j'ai mis de la couleur. C'est pas compliqué de la remettre au goût du jour, la broderie de Silla aussi. Il faut arrêter de faire des napperons, il faut arrêter de faire des choses... C'est comme ça qu'elles ont appris, donc oui. Elles les répètent. Bon, je dis pas qu'elles ont raison, hein, mais je veux dire... Non, mais elles font ce qu'on leur a demandé de faire. Une broderie sur tout ce qu'on peut, on peut en mettre partout. On peut en mettre Là, partout. on voit sur ce livre, ça c'est l'agenda peut-être, C'est un cahier, oui. Voilà, donc on voit le motif, on le voit sur cette feuille. Vous m'excusez, mais je ne pourrais pas vous dire le nom parce que j'ai oublié. Vous voyez, donc 3 motifs donc sur une feuille, et je trouve ça vraiment particulier. On le voit aussi ici. Là, je pense que je sais pas comment ça a été fait. Alors, j'ai découpé l'abat-jour, ouais. J'ai percé, et puis après, j'ai tendu les fils, comme si j'étais dans du tissu, sauf que... Il y en a sur ce pantalon. Alors, si on a un plan large, je vais montrer. Donc, sur le pantalon, il y en a. Sur la chemise, il y en a. Sur les 2 savates qui sont devant, il y en a également. Sur la robe qui est juste devant, il y en a aussi. Peut-être vous montrer. Non, la robe. Passez-moi la robe, je vais essayer de... Bon, ça m'ira pas. J'ai essayé avant de prendre l'antenne. La robe m'ira pas, donc je ne vous porterai pas. Vous voyez donc le motif qui est dessus. Donc, c'est vraiment un travail... Ça prend combien de temps pour... En fait, c'est très long quand on est sur des choses comme j'ai apporté une broderie traditionnelle, là, cette petite pochette, ça c'est très long. Par contre, quand on fait dans un... Alors, quand on dit c'est une broderie traditionnelle, qu'est-ce qui fait que c'est particulier à faire? En fait, c'est les motifs traditionnels qu'elles ont fait évoluer à travers le temps, avec beaucoup de broderies, très très fins. Elles passent des heures. Là, il y a une semaine de travail sur quelque chose comme ça. Une semaine de travail? Ah oui, c'est une semaine de travail. Et avec du fil qui ressemble à du cheveu, c'est un travail. Et encore celui-là, il est pas très. Il y a des choses encore plus fines. Et juste pour une semaine de travail, quand on va vendre ça, ça va se vendre à combien? Si elles le vendent 100 €, tous les gens trouvent que c'est très cher. Oui, c'est ça qui est magnifique. Vendre ça 100 €. Et les gens ne vont pas accepter parce que c'est cher. Parce que c'est cher. Mais acheter une bague en or à 2000 ou 2500 €, c'est différent. C'est ça. Et les brodeuses, en moyenne, elles gagnent 1,50 € de l'heure actuellement. Donc c'est ça que j'essaye de leur faire comprendre, c'est que si on fait une ligne de t-shirt avec une broderie comme ça, pour elles, c'est 1 heure de travail. 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des motifs. Quand je l'ai fait hier, celui-là, j'ai mis 1 heure à le faire. 1,50 € de l'heure, oui, pour les brodeuses? Actuellement, les brodeuses, les vannières, elles gagnent 1,50 € de l'heure. C'est un scandale. Oui, c'est un scandale. Et elles sont meilleures ouvrières de France. Là, les salariés, il y en a 2 qui sont salariés à la maison de la broderie, elles gagnent 900 € par mois. Elles sont meilleures ouvrières de France. Moi, c'est quelque chose qui me... Je peux pas, quoi. Ça me tord les tripes, quoi. Oui, parce que là encore, il faut avoir, si on tient compte du critère national, il faut sortir d'une école, il faut avoir bac plus 3, 4, 5, ou une agrégation ou un doctorat, pour avoir un salaire, j'allais dire, convenable. Mais si on sort on fait de la broderie... lorsqu'on va vendre son produit, c'est à peine si on n'est pas en train de mendier pour pouvoir le vendre à un prix déjà qui n'est pas le prix de vente. Non, mais c'est ça. C'est pareil pour la vannerie. Elles passent une semaine à faire un chapeau, elles le vendent 25 € et les gens demandent peut faire un petit prix. Je trouve ça scandaleux, quoi. Ouais. Et il y a un savoir-faire. Elles ont en moyenne, elles ont toutes commencé à apprendre entre 6 ans et 8 ans. Elles ont des heures et des heures derrière elles. Elles ont des doigts de fée et elles sont pas considérées. Tout à fait. Ce qu'on dit là pour les brodeuses est vrai aussi pour les vannières, pour les vanniers, c'est-à-dire que ce soit les femmes ou les hommes qui sont dans la vannerie, tout ce qui concerne le tressage. Et parfois, il faut des heures et des heures de tressage pour un produit. Et quand ils le mettent sur le marché, la première chose que les personnes qui peuvent l'acheter vont dire, c'est cher. Parce que pour beaucoup de gens, l'artisanat, c'est Madagascar, c'est des pays où le SMIC, il est à 47 €. Hein. Ouais. Voilà, la différence, elle est là. Et du coup, quand on voit sur le marché des produits qui viennent de Madagascar et qui n'ont pas un chapeau à 3 €, le chapeau à 25 €, il nous paraît cher.
Tout à fait. Et c'est vrai que le client, lui, ne regarde pas si ça vient de Madagascar ou de La Réunion. Il veut acheter tout de suite et il fera pas, il fera 3 euros, 25 euros, il prendra 3 euros. Ça, C'est clair. c'est évident. C'est clair. Ça montre aussi que nous devons aussi voir comment nous pouvons protéger l'artisanat réunionnais et faire en sorte qu'elle perdure. Parce que sinon, à un moment donné, personne ne voudra plus rien faire parce que personne ne n'achète plus. Ce qui est déjà le cas, hein. Les rares qui travaillent encore, c'est où elles sont salariées ou alors elles ont osé monter l'entreprise, mais c'est compliqué pour vivre, hein. Il y en a plein qui ne veulent plus, elles préfèrent avoir le RSA que travailler comme Oui, brodeuse. parce qu'elles ne sont pas embêtées par la charge de travail. Elles ont un revenu qui tombe. Elles peuvent faire un peu d'agriculture à côté. Et c'est beaucoup plus rentable pour vivre et plus confortable que de taper des heures et des heures. Et pour en plus aller se faire insulter par des clients qui vont trouver que c'est trop cher. Et oui. En tout cas, ce que je vous propose, c'est dès que vous êtes prête avec vos brodeuses, on vous accueille sur ce plateau. Ben, je pense que voilà, on est en train d'essayer de monter une ACI, on est en train de réfléchir à beaucoup de choses comme ça. Et oui, ça sera avec plaisir qu'on viendra présenter notre travail. D'accord. En tout cas, Clotilde Chevreau, designer en textile, on vous accueillera avec plaisir. Parce que c'est le patrimoine de la Réunion et je pense qu'on doit tous y prendre part pour faire en sorte que demain nos enfants sachent ce que c'est la broderie de Cilaos. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.